Moi, je m'appelle Lucas, je manage une équipe Data Analytics chez Content Square. Et je suis avec Axel, qui est Lead Data Engineer chez nous aussi. Une particularité, c'est on travaille avec l'équipe, la data interne. Donc, on fait ce qu'on peut souvent appeler la BI. Et il y a aussi des équipes qui gèrent directement la data de notre produit. Donc, par rapport à l'agenda, on commence avec une petite mise en contexte et ensuite, on part sur les deux migrations, Engineering et Analytics, pour ensuite parler de nos principales conclusions par rapport à ces deux migrations. Donc, pour le contexte, Content Square, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme d'Experience Analytics. Nos clients ils vont déployer une tag dans leur site, cette tag va pouvoir traquer comment les utilisateurs naviguent dans leur site, dans leurs apps, dans le mobile, pour essayer d'améliorer cette expérience client et aider les différents sites à avoir une expérience client top en naviguant sur la plateforme. Content Square, c'est aussi une success story française qui a été fondée en 2012 et qui, suite à plusieurs levées de fonds, aujourd'hui a plus de 16 bureaux, 1800 employés, 1300 clients et comme on a dit tout à l'heure, beaucoup de données qu'on va travailler pour exploiter cet usage et proposer une meilleure expérience client pour nos clients. Aussi, on précise que moi, je suis arrivé chez Content Square en 2020 et du coup, quand on va parler d'immigration, on va se focaliser sur cette partie-là. En 2020, c'est quand l'équipe BI chez Content Square commençait à vraiment se structurer et on va pouvoir faire une différence entre 2020 et aujourd'hui. Je passe les mots à Axel. Merci. Donc, ce qui est intéressant de savoir, avant de savoir quel changement l'équipe BI a traversé, c'est d'où est-ce qu'on vient. Donc, cette équipe BI, elle s'est structurée à partir de début 2020, donc juste avant le Covid. Et à l'époque, c'était une équipe de 3 data analystes avec un scope très très large, donc qui allait de la partie ingestion des données et plus data engineering, la partie DevOps et aussi la partie analytics, donc fournir des dashboards, des analyses et des livrables pour nos clients. Donc, la stack technique, c'était, pour reprendre un mot qui a beaucoup été utilisé, c'était du spaghetti, donc c'est du code Python avec un seul environnement, aucune guideline, et c'était un petit peu le bazar. Enfin, c'est un faible mot. Niveau environnement, donc on avait une unique machine EC2 avec un seul environnement de production, pas de CI/CD, et donc pour déployer, c'était un peu le même process que chez Aramis, c'est-à-dire qu'on se connectait à l'EC2 de production, on faisait un git pull et c'était directement en production. Donc on n'avait aucun moyen de savoir quand on déployait si on allait casser quelque chose ou non, et c'était un petit peu compliqué. Et au niveau du data warehouse, c'était Redshift et on avait Looker Data Studio. Niveau équipe, donc c'était 3 data analysts avec un scope extrêmement large. Et on était intégré à un département opération, donc avec un scope très large. Il y avait des project managers et ce n'était pas vraiment une équipe data à proprement parler. Pardon. On était plutôt une équipe support/ops. Et on n'avait pas de data governance. Donc à partir de début 2022, moi je suis arrivé en mai 2022, donc c'est à peu près à ce moment qu'a commencé la reforge de notre data stack. Et on s'est dit, bon, on a ce legacy, et maintenant on va essayer de tout refaire from scratch, et d'avoir quelque chose qui pourra nous permettre de scaler d'une équipe de 3 personnes vers une équipe de plus de 20 personnes aujourd'hui. Ce qui est assez intéressant quand on construit une nouvelle data stack, c'est l'opposition SaaS d'un côté, VS open source. Et on s'est dit, bon, on va comparer les différentes solutions et on va voir quels sont les avantages et les inconvénients de chacun de ces deux types de solutions. Donc d'un côté, on a le SaaS. Donc les avantages, c'est qu'on n'a pas d'infrastructure à manager. C'est des solutions clés en main, donc ça peut être owné par des data analysts qui ne sont pas forcément très techniques et très au fait des bonnes pratiques de software engineering. Ça peut permettre d'économiser beaucoup de temps parce que justement c'est clé en main, on clique sur une interface graphique et directement on a de la donnée qui arrive dans le data warehouse. Et donc le setup est très facile. Les inconvénients, c'est que quand on rencontre des problèmes, c'est assez difficile de savoir d'où est-ce que ça vient parce qu'il y a un aspect un petit peu black box et on n'a pas forcément accès aux logs, donc on se demande parfois ce qui se passe et parfois on peut être bloqué. Un autre cas de figure dans lequel on peut être bloqué, c'est quand on a des use cases assez complexes à implémenter.
parce que tant qu'on rentre dans le carcan de ce que peut faire l'outil SaaS, ça fonctionne très bien. Mais dès qu'on dépasse les limites, on est bloqué également et on ne peut rien faire vu que c'est un petit peu inflexible. Ensuite, il y a l'aspect financier, donc c'est très cher un SaaS. Et il y a les aspects de vendor lock-in. Donc si je prends l'exemple par exemple de Fivetran, si on décide, c'est un outil d'ingestion, si on décide d'intégrer toutes nos sources de données avec Fivetran et qu'on se rend compte que c'est trop cher, par exemple, c'est très compliqué de s'en sortir alors qu'on a tous nos pipelines de données qui tournent dessus. Ensuite, d'un autre côté, on a l'open source software. Donc, quels sont les gros avantages? C'est que c'est gratuit, le code source est accessible en ligne pour tout le monde. On peut implémenter, c'est très polyvalent, donc on peut implémenter les use cases qu'on veut virtuellement. Si par exemple on fait des pipelines en Python, on peut implémenter la logique de notre choix. C'est flexible également, c'est-à-dire que si on doit changer quelque chose, on peut juste modifier le code et mettre ça en production. Et enfin, on peut solliciter la communauté open source si on a besoin d'aide. Ensuite, il y a les inconvénients. Donc, le plus gros inconvénient, c'est qu'il faut une équipe engineering solide qui sait ce qu'elle fait, parce que sinon, on peut déployer des choses en production. À court terme, ça peut marcher, mais quand ça ne marche plus et qu'on a uniquement des data analystes dans notre équipe, on risque d'avoir des gros problèmes. Ensuite, ça crée plus de dettes techniques qu'une solution SaaS, parce qu'on écrit du code, et ce code, il faut le maintenir, il faut faire des mises à jour, il y a peut-être des librairies qui vont casser, donc c'est quelque chose à anticiper et à gérer. Et ensuite, c'est plus lent à mettre en place, et pour avoir de la donnée qui arrive dans le data warehouse, il y a un temps plus long comparé à l'utilisation d'une solution SaaS. Et enfin, il y a des risques potentiels de sécurité parce que justement, on gère l'infrastructure. Il faut bien sécuriser et mettre ça, par exemple, sur un VPC AWS qui est bien isolé, sous peine d'avoir des leaks de données. Et vu que nous, on gère les données internes à la boîte, donc notamment, il y a des données HR concernant, par exemple, les salaires. Donc, si ce genre de données venait à leaker, ce serait un très, très gros problème pour Content Square et pour mon job également. Donc maintenant, c'est assez intéressant parce que donc ça, c'est la stack qui a été mise en place mi-2022 et on a fait machine arrière. Donc je me souviens que c'est une question qui a été posée lors de la présentation précédente. Nous, on a mis 6 mois avant de faire machine arrière sur un gros choix technique. Donc tout d'abord, ce qui n'a pas changé, c'est le data warehouse. Donc on a choisi Snowflake, on en est très satisfait. C'est un petit peu le même modèle qu'Aramis, c'est-à-dire qu'on a une base de données brute, je suis un petit peu devant, on a une base de données brute, une base de données avec les layers de transformation qui s'appelle Warehouse, et une partie business ready, donc la partie Mart. Pour la data quality, on a, comme nos collègues de Blablacar, on a adopté Monte Carlo, dont on est très satisfait. Et pour la partie ingestion et pilotage des transformations, on a choisi de prendre Matillion, qui est un outil SaaS mais self-hosté, et qui, théoriquement, est un outil qui permet donc de gérer la partie ingestion et la partie load et la partie transform dans un seul outil, et aussi l'orchestration. Donc ça paraissait incroyable sur le papier. On a déployé cette solution, mais on s'est vite rendu compte que ce n'était pas forcément la meilleure solution possible. Pourquoi ? Parce que, justement, on a l'aspect inflexible du SaaS, et on s'est rendu compte que pour intégrer, par exemple, une source produit, on a ClickHouse comme source produit, ça ne fonctionnait pas. Donc on a dû utiliser du code Python custom. Ensuite, il y a les soucis de CI/CD et de déployer sur plusieurs environnements pour être sûr de ce qu'on a en prod et être sûr que ça fonctionne. Et on s'est rendu compte, on avait une instance de développement et une instance de production. Et on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas très bien pour déployer de dev en prod et les fonctionnalités de Matillion étaient assez limitées sur ce plan-là. Et ensuite, comment est-ce que ça scale? Donc, à l'origine, on était simplement 3 data engineers à utiliser cet outil. Et déjà, c'était très compliqué de collaborer parce que l'intégration Git n'était pas très bien faite. Et on s'est dit, si on a plus de 20 analystes qui sont sur cette instance Matillion, qui font des pipelines de transformation, c'est pas possible que ça fonctionne. Et enfin, on a notre outil de data catalogue qui s'appelle Atlan, donc qui permet en fait de lister les différentes KPIs et les différents data assets, qui n'étaient pas du tout intégrés à cette stack. Et en fait, tous les KPIs et data assets qui étaient sur Atlan étaient juste mis à jour à la main et ne reflétaient pas forcément ce qui était à l'instant T dans Snowflake. Donc on a décidé de rembobiner, faire machine arrière et adopter une nouvelle stratégie qui est une moderne data stack hybride avec l'idée de prendre la meilleure solution possible pour chacun des éléments de la stack.
Donc, tout d'abord, on a changé notre stratégie d'ingestion. On a choisi de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier et de prendre Airbyte, Python et Fivetran. Donc, d'avoir un petit peu d'open source. Donc, Airbyte, on a la version open source. Python, bon, c'est forcément open source. Et Fivetran aussi. Donc, on a certaines sources stratégiques qui sont sur Fivetran. Qu'on a la flexibilité du SaaS. Et si on se rend compte que une source X qui est intégrée avec Airbyte, par exemple, ça ne fonctionne pas très bien ou il y a un bug, bah, on peut changer et la mettre sur Fivetran, par exemple. Le gros avantage, c'est que c'est flexible et que c'est polyvalent. Ensuite, sur la partie plus DevOps infra, on a choisi d'utiliser Daxter pour l'orchestration. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme Airflow, mais en mieux. C'est-à-dire qu'Airflow, c'est un task manager, alors que Daxter, ça permet en fait d'avoir des software defined assets et de savoir, je me souviens que ça avait été mentionné pendant la présentation de Blablacar, que quand il y avait un pipeline qui cassait et qui était géré avec Airflow, on savait quel task ne fonctionnait pas, mais on ne savait pas quels étaient les data assets qui étaient affectés. Et l'intérêt de Daxter, c'est qu'en fait, on définit non pas des tasks, mais à chaque étape, on définit les inputs et les outputs en termes de data assets. Et donc, quand quelque chose fail, on sait exactement quelle table est affectée. Et ensuite, on peut rerun les étapes qui permettent de réparer le problème. Pour la partie CI/CD, Infrastructure Management, on a choisi d'utiliser Terraform. Donc, Terraform, c'est un outil d'infra as code qui permet actuellement de gérer tous nos objets Snowflake d'un côté, et ensuite la configuration de nos pipelines Airbyte et Fivetran. Et ensuite, on a de la CI/CD par-dessus. Tout ça est déployé avec GitHub Action, donc c'est assez similaire à GitLab CI, et ça nous permet de déployer en continu toutes les modifications, que ce soit côté infra ou côté transformation. Et ensuite, pour la partie transformation, on a pris DBT, donc c'est pas très original. Tout le monde a pris DBT, mais ça a fait ses preuves. Et en fait, on a construit un écosystème DBT clé en main pour les data analysts. De notre côté, en fait, on n'est que 3 data engineers, maintenant 2. Donc, on avait besoin que les analystes puissent faire des pipelines de transformation avec DBT. Et en fait, on a construit un environnement avec Docker qui permet aux analystes de directement pouvoir utiliser DBT très facilement et qui s'intègre très bien avec GitHub Action, où ils peuvent faire des modifications, elles sont directement déployées dans un environnement de développement, et on peut déployer en production de façon confiante et fiable. Et enfin, l'ajout de DBT a permis une meilleure intégration avec la partie data cataloging, data governance Atlan, parce qu'en fait, tout le data catalog et tous les data assets DBT sont retranscrits dans Atlan de façon automatisée. Et en fait, on documente directement les différentes colonnes de nos tables dans notre projet DBT comme du code, et c'est directement répercuté dans Atlan. Je vais passer la parole à Lucas pour la transition côté organisation. Merci. Donc, suite à avoir mis tout en place cette machine, cette grande transformation, il était aussi important de mettre en place une nouvelle organisation. Avant, on avait expliqué qu'on était une seule équipe qui faisait des tours, et maintenant, on voulait voir comment cette équipe pouvait avoir un plus grand impact pour le business. On est parti d'un constat. Le constat, c'est qu'une équipe data analytics, son impact va dépendre de son influence dans les décisions des entreprises. Et cette influence est aussi dépendante de la proximité avec ses décideurs. Donc là, vous connaissez les dilemmes entre centralisé et entre décentralisé, et on est parti sur cette exploration-là. Donc un modèle décentralisé répond à ces constats. Les analystes sont plus proches du business et des décisions. Ça aussi aide à répliquer la business structure, donc ça aide s'il y a des possibles évolutions dans la structure business, on peut s'adapter plus facilement à ça. On peut suivre les évolutions de l'entreprise, on peut suivre l'allocation du budget par rapport à ces analystes. Ça nous donne aussi aux analystes une plus grande expertise du domaine. Ici aussi, il y a une meilleure aussi pénétration de la data culture, vu que ces analystes ils seront des ambassadeurs de la data dans les départements. Par contre, très vite, on a trouvé des petits questionnements qu'on a pu, ou des grands aussi, qui nous ont remis en cause ces modèles. On n'a pas déployé, hein, c'était juste un moment de réflexion. Qu'est-ce qui se passe si un analyste quitte la boîte? Donc ça, en fait, on avait vécu parce que dans un département, on avait un seul analyste qui a fait des merveilles. Et d'un coup, il a un problème perso qu'il a dû partir.
Et là, le département a vraiment galéré à tout récupérer, à transmettre ce qu'il avait fait avec les autres départements. Et dans un modèle comme ça, c'est un risque à avoir en tête. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu quelque chose de pareil. Ensuite, comment on fait pour onboarder de nouveaux analystes? Si vous pouvez imaginer, il n'y a pas vraiment beaucoup d'analystes dans chaque un de ces départements. On a vraiment beaucoup de départements ici qu'on mentionne. Onboarder de nouveaux, c'est un challenge, c'est l'équipe. Il n'y a pas de décentralisation des best practices. Comment on fait pour auditer nos livrables? S'il y a des contrôles en termes de sécurité, de privacy, de compliance, vu qu'il n'y a pas vraiment... C'est plus difficile de communiquer d'une façon transverse quand tout le monde est décentralisé. Et finalement, comment on met en place des trainings et des outils et qu'on fasse en sorte que la connaissance par rapport à ça soit vraiment diffusée entre tous les départements. Donc, il y avait certains questionnements qu'on s'est posés et donc on a voulu explorer l'autre option. Donc, une équipe centralisée, c'était l'équipe qu'on était parti de ça au début. Elle nous aide à avoir une meilleure consistance des best practices au sein de l'entreprise. Pourquoi? Parce que ça nous aide à avoir des standards, des méthodologies, des best practices qui seront diffusés d'une façon plus facilement vu qu'ils sont tous dans une même équipe. Il nous permet d'avoir des économies par rapport à réduction de duplication des stockages, d'intégration, de transformation de tous les livrables qui seront faits par cette équipe. Ça nous aide aussi à avoir des guidelines beaucoup plus consistantes vu que tout est décidé en interne. Et c'est plus facile à recruter, à onboarder et à traîner ces gens qui sont tous ensemble. Par contre, comment on fait pour débloquer plus de budget? Imaginons que les marketing ont besoin d'analystes. Il va falloir que moi, en interne, je défende les besoins de marketing, sachant que le budget il est interne et les besoins de marketing. On a vécu quelques problématiques liées à ça. Ensuite, comment on suit les stratégies, l'évolution de la boîte si on est plus éloigné des décideurs? Comment on priorise les projets entre les départements, vu qu'on est en centrale? Souvent, c'est la méthode d'écrit les plus forts. Ce n'est pas forcément la meilleure, mais ça marche dans ce cas-là. Et comment on diffuse la data et on traîne de nouveaux stakeholders au-delà de l'équipe data, si tout le monde est centré dans une équipe à part. Et avec tous ces pros et cons d'un côté et de l'autre, on est parti sur un modèle mixte, un modèle hybride qui prend, là il n'y a pas de nouveauté, hein, c'est les mêmes points de décentralisé et centralisé, où on a une équipe BI Analytics, même une équipe BI centrale, qui va avoir des data engineers, des data governance, des data analysts qui vont travailler pour les projets en transverse, et aussi pour définir toute cette best practice, et standards, guidelines pour toute la boîte, mais aussi des data analystes spécifiques à chaque département qui vont orbiter autour de la BI centralisée et qui vont profiter de ces guidelines qui ont été déployés. Donc ça, c'est un changement d'organisation. On a dû mettre ça en place, on a dû convaincre les gens par rapport à ces modèles. Et comment on a fait ça? On a 5 méthodes qu'on a réussi à mettre en place qui nous ont aidé à déployer cette pratique. Donc la première, c'est avoir de la data governance, avoir des méthodes qui sont déployées, qui sont documentées. Un exemple, c'est pour mettre en place DBT. Avant de vraiment diffuser ça aux analystes, on avait déjà une super documentation qui était la référence DBT chez Content Square. Et comme ça, les différents analystes de chaque département, ils pourraient suivre ça. Ils ont une guideline qui est la référence pour eux. On a aussi mis en place des communautés. En fait, des fois, ça peut être challengeant de gouverner des équipes qui ne sont pas centralisées. Et du coup, pour ça, pour certaines décisions qui étaient transverses, on a créé des instances des décisions, ce qu'on appelait des guildes. Donc, on a créé, par exemple, une DBT guild qui décidait toutes les évolutions qu'on mettait en place par rapport à DBT. On a créé un tableau guild qui décidait, par exemple, les templates qu'on allait utiliser pour nos dashboards tableau. Et ça servirait une bonne méthode pour vraiment aligner toutes les équipes qui ne sont pas dans la même équipe, mais qui travaillent ensemble et qui sont alignées à partir des guidelines qu'on met en place. Aussi, le training, c'est important. On a mis en place plein de nouveaux outils. Il faut que cette personne soit upskilled. Donc, on a mis en place des trainings par rapport à DBT, à Snowflake, à Tableau. Et on compte continuer à certifier
nos analystes pour qu'ils soient tous au même niveau, différemment de chaque département qui font partie. Celle-là, j'aime beaucoup, c'est un incubateur. On a vu qu'un problème, c'est onboarder des nouveaux analystes parce que s'ils arrivent directement dans les départements, comment on s'assure qu'ils vont suivre toutes ces best practices qu'on a mis en place? Et du coup, on propose qu'ils d'abord ils passent une période d'onboarding centralisée de 2 à 3 mois où ils suivent des réunions et un onboarding checklist avec l'équipe centrale pour s'assurer qu'ils apprennent les best practices, qu'ils prennent ça avec eux pour qu'ensuite ils puissent relayer dans leur département et être à 100% affectés au département plus tard. Et finalement, c'est aussi important de scale tout ça, scale up. Donc, on a mis en place un système de self-service, c'est qu'on appelait le Data Explorer Program, où on fait un training en ligne, où chaque consommateur de données peut passer des formations par rapport à Tableau, Explorer, ou même Snowflake pour faire des SQL simples. Ils peuvent enlever une partie de cette charge des analystes qui avant était occupée à traiter des tickets, à faire des extractions de données, à faire des visualisations simples. Et maintenant, on peut diffuser ça pour toute la boîte avec le programme de self-service. Alors, avec tous ces deux changements, on a pu prendre quelques learnings importants. Et qu'est-ce qu'on tire en tant que conclusion? La première chose, c'est, bon, c'est pas nouveau, mais c'est vraiment important d'anticiper les changes et mettre en place des rituels, des systèmes, des choses qui vont vous aider à mieux adapter l'entreprise, l'organisation à ces changements. Là, on vient de citer 5 process qu'on a mis en place qui nous ont aidés à faire mieux, fait que les process de changement passent mieux. Il n'y a pas de Magical ETL tool that will fulfill all your use cases. Donc, on a vu avec la présentation d'Axel qu'il y aura toujours des use cases parallèles qui ne vont pas forcément entrer dans ton planning initial. Et du coup, c'est important de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et avoir quelque chose qui peut être plus adaptable avec le temps. Et finalement, une organisation mixte. Donc ça, c'est vrai pour notre maturité, mais je sais qu'il y a des entreprises en périodes différentes que les nôtres. L'organisation mixte nous aide à avoir plus d'adaptabilité au même moment qu'on est proche du business. Et du coup, ça nous aide dans les différentes transformations qu'on peut passer dans le futur. Si on prend par exemple l'exemple de Blablacar qui a déjà un data mesh structuré, si un jour on veut appliquer ces data mesh, ça sera beaucoup plus simple avec une organisation mixte si on part d'une organisation centralisée qui est moins adaptable à ce type de transformation. On va aussi faire notre pub. On est aussi en train de recruter des data engineers. Donc, la job offer est déjà en ligne. Et aussi, on va bientôt ouvrir des offres des analytics engineers. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur ça, on sera disponible au cocktail tout à l'heure. Et maintenant, je passe la parole à vous.